RMC After Marseille. Karine Galli. Salut à tous, bienvenue dans l'After Marseille, un after qui est en période de trêve internationale et donc on va faire un petit bilan. Marseille, je vous rappelle, est actuellement deuxième avec 15 points en 7 journées. On va en parler de ce début de saison de Marseille après 7 journées de Ligue 1 avec Rémi Dumont, il est toujours là. Comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Karine, salut tout le monde. Et on le retrouve parce qu'il est surmené, surchargé de travail parce qu'avec l'Olympique de Marseille, vous le savez, les journées de 24 heures, ça ne suffit pas. Mais on a le bonheur de retrouver notre Florent Germain national. Comment ça va Flo ? Salut Karine, ça va ? Salut Rémi, tout va bien ? Salut tout Flo. va bien, impeccable. Flo qui évidemment au quotidien vous donne toutes les informations concernant l'Olympique de Marseille sur RMC. On va parler de ce Marseille qui a réussi son début de saison et pourtant c'était vraiment très mal parti après l'épisode Raw et Rabiot et puis surtout après le scénario, après seulement 3 journées. Je vous rappelle que Marseille n'avait pris qu'une seule victoire et avait déjà subi 2 défaites. Mais depuis tout va mieux. Marseille est donc la meilleure attaque de Ligue 1 avec 15 buts marqués. Marseille est la co-meilleure défense avec 5 buts encaissés. Et Marseille donc présente un bilan de 5 victoires et 2 défaites. Donc on avait envie de parler des recrues parce qu'à Marseille il y a énormément de recrues depuis que Longoria est là, vous le savez. 12 recrues sont arrivées cet été à l'intersaison et on va donc se demander quel est votre top 3. Honneur peut-être à Flo Germain ? Bien sûr, bah oui, évidemment. Le Marseillais Flo Germain, on t'a demandé quel était ton top 3 des recrues après donc ce mercato estival qui a été encore très mouvementé et qui a vu de nombreux joueurs arriver. C'est trop d'honneur de commencer par moi. Donc, moi, je vais être honnête, je l'ai fait au tirage au sort. J'ai mis les 12 recrues dans une petite coupe. J'ai mélangé comme un tirage Ligue des Champions. J'ai juste enlevé Angel Gomez, qui est un petit peu moins bien, et Medina, qui a eu des blessures comme Traoré. Je me suis dit, les 9 autres, ils méritent presque d'être sur le podium. Je le dis en plaisantant, mais c'est vrai que ça n'a pas été si facile parce qu'au final, je pense que tu peux prendre au moins... 7 des 12 recrues, 7-8 des 12 recrues et tu pourras justifier le fait qu'il soit sur le podium. Donc moi le mien qui n'est que subjectif, c'est Weah en 1. On va en parler ensemble, mais j'ai plein de raisons de le mettre en numéro 1. C'est pas Georges Weah que t'as pris, c'est le fils. Non, ça aurait pu, à part pour sa carrière, peut-être pas pour son passage à l'OM. Oui, mais, pour sa carrière, mais pas pour son passage à l'OM, effectivement. Exactement. Bon, en tout cas, ceux qui ont eu la chance quand même de le voir jouer, voilà, ça dégageait quand même quelque chose, Georges Weah, même sous le maillot de l'OM, même si c'était pas mais parce qu'il y avait de la nostalgie, évidemment. Franchement, Flo. Exactement, c'est vrai. Aguerd en 2, j'ai l'honnêteté de dire que si Aguerd, c'était pas tellement évident qu'il soit à ce niveau, peut-être que je l'aurais mis en 1 vu ses performances, mais comme en fait Aguerd... tu sais qu'il va répondre présent. Bon, peut-être il est victime quasiment de l'évidence de son très haut niveau. Donc Aguerd en 2. Et j'ai mis Paixão en 3. Évidemment, je suis peut-être sous le coup des 2 gros matchs qu'il fait, notamment contre l'Ajax et après la confirmation à Metz, mais surtout l'Ajax. Mais voilà mon podium. Weah, Aguerd et Paixão. Magnifique. Rémi, surtout Karine, je sais que t'aimes bien que quand je dis Paixão, quoi qu'il arrive, fallait que je le mette. Tu vois, fallait qu'on le prononce dans le podcast, sinon c'est pas drôle. Ça me fait grandement plaisir. Moi, je me limite à Igor, tu vois. Au moins, c'est tout de suite plus simple. Puis c'est vrai qu'un Brésilien qui s'appelle Igor, c'est surprenant. Ouais, donc c'est voilà. surprenant. Et ça nous fait penser à Igor Tudor, un ancien entraîneur de l'OM aussi. Donc voilà. C'est Igor, vrai. quel est ton top 3 pour toi, Rémi ? Eh bien, je copie un petit peu Flo puisque je mets Aguerd en 1 parce que pour moi, c'est vraiment la recrue simple, efficace, qui est efficace justement, qui t'as l'impression qu'il est là depuis déjà 4 ans, qu'il est serein, il apporte beaucoup personnellement et collectivement. Aubameyang, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant, à ce qu'il soit aussi efficace. On en a parlé la semaine dernière dans l'after. Et puis Emerson, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment des doutes sur lui. J'avais peur de la fausse bonne idée, entre guillemets. Et c'est une vraie bonne idée de la part de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia par rapport justement à son apport sur le terrain. Il ne fait pas de bruit, mais justement, c'est les autres qui en parlent le mieux, je trouve. Et comme on parle de lui, je trouve que c'est un vrai signe comme quoi il a réussi son intégration. On va débuter avec ce podium et je pense qu'on va peut-être partir avec toi, Flo, sur Paixão ou Igor, parce que c'est vrai qu'il avait énormément de pression. 35 millions d'euros, c'est pas rien, et encore moins pour l'Olympique de Marseille. C'est un investissement énorme. Ses premières apparitions étaient plutôt timides et effectivement, il y a une montée en puissance, tu l'as dit, hein. Il a cette place sur le podium parce que tu restes sur 2 très gros matchs où il était attendu finalement et où on a eu l'impression aussi qu'il était libéré.
Voilà, il y a plusieurs raisons qui expliquent que je le mette sur le podium, parce qu'effectivement, transfert majeur de l'été et de l'histoire de l'OM, 30 millions plus 5 de bonus, donc forcément tu attends quelque chose de ce joueur, ça c'est évident. Après, il y a ce doublé retentissant contre l'Ajax qui lance, je l'espère pour l'OM, cette saison en Ligue des Champions, dans une ambiance assez puissante, le Vélodrome en feu, etc. Et donc tout ça, ce sont des images qui marquent. Beaucoup ont apprécié son sourire aussi, sa manière de fêter les buts. Et puis ça arrive après une séquence où Roberto De Zerbi a quand même pris sa défense, je trouve, de manière assez forte la veille, du coup, quand il avait été questionné par, je crois, Jean-Claude Leblois, notre collègue de la Provence. C'était une question banal presque, sur un petit bilan depuis quelques matchs de Paixão. Il n'y avait pas de mauvaise intention, j'ai l'impression, dans la question de notre collègue. Simplement, Roberto De Zerbi, il a profité de cette question pour taper du poing sur la table et dire commencez pas sur le thème Paixão parce que je vous vois venir, vous allez me le critiquer, alors que il a eu une période d'adaptation, et notamment suite à sa blessure. Donc on sent que c'est un sujet majeur au sein de l'OM. Et puis ce qui me plaît chez Paixão, c'est que on comprend tout de suite, avec un premier gros match contre l'Ajax, pourquoi l'OM l'a pris et en quoi ça va aussi libérer Greenwood sur le côté droit. Marseille, très clairement, la saison passée, ils avaient une dépendance de Mason Greenwood. On a capté au bout de 5-6 matchs l'année dernière que les défenseurs, ils allaient cibler Greenwood parce que c'était le danger numéro 1. Et là, ça écarte le danger des deux côtés. Greenwood à droite, donc à gauche Paixão, la vitesse qu'il a, c'est un registre dans lequel Marseille avait quelques difficultés, je trouve, dans la profondeur pour vraiment faire mal en vitesse. Donc pour moi, il a un cocktail pour faire très très mal devant, et en plus il a tout d'une belle histoire, Paixão, et un beau sourire, je le répète. Donc on a tous envie de le voir marquer et de célébrer à nouveau. Et dans les 12 recrues, il y a pas mal de joueurs qui découvrent aussi la Ligue 1. On le sait qu'il y a toujours besoin d'une phase d'adaptation. C'est le cas aussi de Paixão, Rémi. Il est peut-être arrivé sur la pointe des pieds, mais on sent qu'il y a une montée en puissance. Ouais, et puis il ne faut pas oublier encore une fois de plus le contexte, c'est-à-dire qu'il était très courtisé par d'autres clubs aussi que Marseille. Il est parti se soigner en partie au Brésil avant d'arriver et de signer à l'OM, évidemment avec tout l'argent qui a été mis sur son transfert du côté de Marseille. Évidemment, on en attendait beaucoup, mais moi ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, c'est que il a débuté contre Lorient, il est rentré en jeu, je m'attendais vraiment à voir toute proportion gardée, un joueur vraiment percutant façon Vinicius, c'est-à-dire il prend le ballon, il va dribbler, il le perd, il reprend, il va dribbler. Je trouve qu'il a une façon de jouer qui il va pas forcer, et comme le disait très bien Flo, en plus maintenant il multiplie le danger par rapport et les possibilités par rapport à l'OM. L'année dernière évidemment il y avait que Greenwood, là maintenant c'est aussi de l'autre côté avec Paixão, et puis en plus il a une très belle frappe, et puis au-delà de ça il s'est très vite intégré, je trouve, avec justement les célébrations de but. Quand on voit celle qu'il a avec Robinho Vaz, qui vient du centre de formation, bah voilà, je trouve que c'est très très sympa à voir, parce qu'on voit qu'en fait il discute avec tout le monde, et puis il est encore très jeune, puisqu'il a 25 ans, donc voilà, je trouve que ce sont les débuts rêvés pour lui, parce qu'en plus il marque un doublé en Ligue des Champions pour ses premiers buts, c'est quand même fort, c'est tamponné joueur costaud, j'ai l'impression, quand on fait ce genre de prestations. Donc à voir pour la suite, j'espère qu'il pourra profiter de la trêve internationale justement pour souffler, s'installer réellement, pour repartir de plus belle après la trêve. Ton top 3 à toi, avec cette troisième marche, elle est occupée par Emerson. J'ai l'impression que tu l'as mis parce que c'est un peu la bonne surprise pour toi. Tu t'attendais pas finalement. On rappelle qu'il arrive libre de West Ham, et tu pensais pas le voir à un tel niveau, et tu pensais pas qu'il allait tout de suite prendre ce poste d'arrière gauche ou de piston gauche. Ouais, parce que pour être très honnête, du côté de West Ham, il m'avait pas marqué plus que ça en regardant ces matchs, et puis généralement la durée de vie des latéraux gauche à Marseille est très courte. Je pense notamment à Ronan Lodi, à Quentin Merlin qui est resté 1 an et demi quand même, mais par rapport à Emerson, j'avais peur que ce soit juste une fausse bonne idée, dans le sens où il commence à avoir un certain âge. 31 ans, t'es jeune aujourd'hui dans le foot. C'est vrai que maintenant il y a plus dans la vie tout court d'ailleurs. Ouais, dans la vie tout court. Non, mais au-delà de ça, vu par les clubs par lesquels il est passé, je me disais peut-être que il vient pas en pré-retraite, mais tu
tu peux penser qu'avec l'OM, vu ce qu'il a vécu avant, il y vient plus pour transmettre plus qu'apporter réellement. En fait, c'est le titulaire indiscutable. Alors après, il y a Ulysse Garcia qui n'est pas sur les listes pour la Ligue des Champions, en tout cas pour le moment, parce qu'avec la blessure de Medina, ça pourrait peut-être changer. Mais je trouve qu'il n'y a rien à dire sur lui. Que ce soit son énorme match en fait contre le Real ou face à l'Ajax et même face à Paris, même quand on voit comment il a joué face à Strasbourg et même face à Metz, on a l'impression qu'il fait toujours le même type de match, peu importe l'adversaire. Il est costaud, serein, et puis en plus il tire les coups de pied arrêtés, donc ça je trouve ça très important aussi pour un latéral. On vous rappelle qu'on est en train de faire notre top 3 des recrues de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a réussi son début de saison après 7 journées et qui est actuellement deuxième. On le sait, il y avait un chantier l'an dernier en Ligue 1, il n'avait pas été réglé, c'était celui de la défense. Le chantier était toujours ouvert en début de mercato et il a été comblé avec des recrues qui ont marqué des points tout de suite. Et toi, Flo, c'est effectivement Aguerd que tu mets en deuxième position. C'est vrai qu'au début, quand on a entendu Aguerd, parce que c'est un nom qui est souvent revenu, on se disait mais Marseille ne peut pas attirer Aguerd. C'est très compliqué. Ça semblait être un dossier complexe et quasiment infaisable. Et finalement, Marseille l'a eu, Marseille l'a pris. Et maintenant, on peut limite dire qu'il y a un OM avec ou sans Aguerd. Oui, c'est sûr qu'il a vraiment transformé, je trouve, le visage de cette défense de l'OM. Faut rappeler que c'était un dossier qui était vraiment sur la table des dirigeants depuis quelques semaines, de longues semaines. Il était évidemment en balance avec Ordóñez parce que l'OM voulait au départ investir sur un défenseur et si possible un profil jeune, parce que Ordóñez, forcément, s'il y avait une signature à environ 30 millions d'euros, le fait qu'il soit jeune, ça permet de peut-être rentabiliser et de lisser sur l'avenir avec derrière une perspective de revente. C'est peut-être un petit peu moins le cas de Naïef Aguerd, mais en tout cas, l'enveloppe, elle a été utilisée en partie pour donc le défenseur marocain. Et Aguerd, moi, ce qui me bluffe, c'est que c'est l'adaptation express. À peine arrivé titulaire contre Lorient, parce qu'en plus Balerdi avait joué, enfin avait été en sélection, avait un peu joué, et donc il avait été laissé sur le banc comme Rouli. Donc adaptation d'emblée express, comme Pavard, comme Emerson. Mais ce qui est assez frappant, c'est ce qu'il dégage en fait. Il apporte de la sérénité, de l'expérience évidemment, mais aussi un sens du placement qui, vu de notre 7e étage du Vélodrome, parfois sur certains matchs est assez bluffant. Il anticipe de manière assez extraordinaire le jeu adverse, donc il coupe souvent et tue dans l'œuf certaines offensives de l'équipe en face. C'était assez criant sur certaines rencontres, et donc il permet à Roberto De Zerbi en plus de jouer à 4, de jouer à 5, tu le mets dans n'importe quel des deux systèmes, il s'adapte. Donc pour moi ça a été vraiment assez bluffant de le voir transformer un secteur qui était très défaillant, tu l'as dit la saison dernière. On fait un saut de plus sur le podium parce que toi, c'est ton numéro 1, ouais. Donc on va en parler. D'Aguerd, c'est vrai que il y a quelque chose de récurrent chez l'OM, c'est que très souvent, De Zerbi demande au bloc d'être très haut, et on a vu plein de fois l'an dernier, même en début de saison, Marseille se faire prendre dans le dos, ouais. Et notamment il y avait souvent malheureusement Balerdi qui était dans ces situations un petit peu compliquées à gérer de profondeur. Pour toi, Aguerd, c'est vraiment le taulier de la défense maintenant ? Alors, le taulier, on verra un petit peu avec un petit peu plus de temps par la suite, mais je regardais, quand Aguerd joue avec l'OM cette saison, il n'y a qu'un seul but qui a été encaissé, c'est contre Strasbourg. Et d'ailleurs, face à Strasbourg, comme le disait Flo, il y a des actions qui sont coupées nettes, qui sont tuées dans l'œuf, et je pense notamment à un contrôle aérien qu'il fait en revenant dans son camp pour justement tuer la contre-attaque strasbourgeoise, qui est assez marquant, parce que c'est un profil technique aussi, et comme le disait Flo, il dégage de l'assurance, et j'ai l'impression que la pression justement qui est mise sur Balerdi est un peu diluée sur lui, parce qu'on en attend beaucoup, il est passé par des clubs européens comme West Ham. Oui, il ne peut pas se rater Aguerd, parce qu'on sait qu'il a un niveau qui est bon, donc s'il venait à être en difficulté à Marseille, ça serait quand même une énorme contre-performance. Il a un niveau minimum moyen, qui est très bon. Ouais, qui est très bon, exactement. Et puis au-delà de ça, je trouve que il a connu la Ligue 1 avec Dijon, avec Rennes, donc il a déjà une expérience de la Ligue 1, et puis
entre guillemets, on l'a vu évoluer en Ligue 1, on l'a vu progresser. Là, il est parti à l'étranger, entre guillemets, en le perdant un petit peu de vue. Il revient et je trouve qu'il a jamais été aussi bon que ça. C'est un international marocain. Et puis, je pense que la connexion aussi avec Mehdi Benassia est très bonne de par le fait qu'ils sont marocains tous les deux. Et je pense que voilà, il a peut-être des petits conseils de la part de Mehdi qui font que il se sent encore plus à l'aise et il a encore plus vite ses repères avec l'OM. C'était donc ton premier, la meilleure recrue selon toi de cet Olympique de Marseille New Look version 2025-2026. On est en train de refaire le mercato marseillais. On le rappelle que Marseille est deuxième actuellement de Ligue 1 après 7 journées avec 15 points pris. On en débat avec Rémi Dumont et avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Vous suivez toujours l'After Marseille spécial recrue. Marseille a l'habitude depuis que Longoria est aux manettes de beaucoup recruter, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Et donc on a demandé à Rémi et à Flo de nous faire leur top 3 des meilleures recrues. Marseille qui a redressé la barre après 3 premiers matchs très compliqués en Ligue 1. Tout va bien, ils sont deuxième avec 15 points en 7 journées. On va s'intéresser maintenant à ton deuxième, toi Flo. Alors c'est une recrue, bah oui, parce qu'il était parti pendant une petite saison, mais c'est finalement Aubameyang version 2. La première avait été une réussite à l'Olympique de Marseille. Il avait joué une saison et là, il est revenu cet été. Et tu es agréablement surpris. Ouais, parce que c'était peut-être compliqué pour Aubameyang de revenir à l'OM après justement son premier passage très réussi, meilleur buteur de l'OM sur la saison, meilleur buteur, devenu meilleur buteur aussi en Coupe d'Europe en Europa League. Là, il revient et comme on en parlait dans le podcast sur lui la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il joue sans pression justement et qu'il diffuse sa bonne humeur, sa bienveillance et son expérience surtout auprès des joueurs. Quand on voit ses stats, il arrive libre. Il a un contrat jusqu'en 2027, 7 matchs joués, 4 buts et 3 passes décisives délivrées. Il est quasiment décisif à chaque match. Et puis je trouve que voilà, il était rentré en jeu face à Rennes où ça s'était pas très bien passé pour l'équipe. Face au PFC, il a su tout de suite remettre, je trouve, l'équipe dans le droit chemin en marquant assez rapidement. Et puis voilà, on sent que rien n'a changé chez lui. Au contraire, tout est resté pareil, même dans ses stats, puisqu'il est toujours aussi bon. Et puis voilà, il y a ce fameux but aussi contre Strasbourg qui fait énormément de bien, qui soulage l'équipe et qui permet aussi à l'OM de continuer à progresser et surtout à rester au tableau. J'aime beaucoup ce qu'il fait, tout simplement. En plus, on voit sur les images que voilà, il porte aussi le brassard. C'est une super recrue qui arrive libre, qui est efficace et qui connaît le contexte marseillais. Donc pour moi, c'est une vraie bonne recrue. Flo, tu peux nous rappeler qu'effectivement, lorsque Aubameyang est revenu dans les papiers, que c'était une opportunité potentiellement suivie par l'Olympique de Marseille, pourquoi en fait ce choix de faire revenir Aubameyang? On rappelle qu'il avait été vendu, qu'il avait réussi sa première année à Marseille, donc son premier passage. Comment finalement est née cette idée alors qu'il n'y aura pas de revente? On le sait par rapport à Aubameyang. Tu parlais des joueurs qui étaient scrutés par l'OM et qui sont beaucoup plus jeunes dans l'espoir soit de lisser le contrat, soit d'une revente. Aubameyang, a priori, aujourd'hui il a 36 ans, il a signé jusqu'en 2027. Ça sera une fin à Marseille. Enfin, il y a peu de chances qu'il y ait en tout cas un transfert. Donc pourquoi ils ont voulu à nouveau reprendre Aubameyang? Déjà parce qu'ils sont restés en contact quand il est parti en Arabie Saoudite. Roberto De Zerbi, lui, son premier souhait quand il est arrivé à Marseille, même s'il a compris que ça allait pas être possible, ça aurait été de garder dans l'idéal Pierre-Emerick Aubameyang. Donc c'était quelque part le deuxième train qui passait pour que Roberto De Zerbi puisse avoir Aubameyang. Mais tu l'as bien dit, c'est une opportunité dans le sens où puisque l'OM était en contact avec lui et son entourage, qu'ils ont su qu'il allait résilier son contrat avec son club saoudien et que l'OM avait besoin d'un attaquant d'un profil différent d'un profil différent par rapport à celui d'Amine Gouiri et qui allait entrer dans une certaine rotation parce qu'Aubameyang, même s'il est très bon, parce que Rémi l'a rappelé, il fait globalement un bon début de saison. Moi, je l'ai pas mis sur le podium parce que je voulais le laisser à Rémi. Non, c'est pas que pour ça. Ça, c'était Emerson. Non, j'estime qu'il a loupé 2 grosses occasions à Madrid et que
voilà, je suis un peu exigeant avec lui, hein, mais 2 grosses occasions à Madrid, et que si vraiment il avait pu les mettre au fond, je pense que ça aurait encore plus été un signe par rapport à son début de saison qui est très bon. Voilà, c'est un peu subjectif, mais moi quand je pense à Aubameyang, je pense aussi à ses occasions à Madrid, deux importantes, et c'est pour ça que je l'ai pas mis sur le podium. Mais malgré tout, il fait un bon début de saison. Et je disais que malgré ses bonnes performances, l'OM sait que par son âge, qui voilà 36 ans, parce que lui aussi le demande et sait gérer son corps, il va pas être un titulaire sur 35 matchs. Je pense qu'à la fin de saison, on se rendra compte que il aura alterné entre des titularisations sur des matchs probablement importants, et parfois, on l'a vu à Strasbourg ou à Metz, pas forcément titulaire. Et donc, en fait, il a le profil aussi pour être un joueur d'effectif. Et en plus, c'est quelqu'un qui a été très apprécié par son premier passage à Marseille, qui sait prendre voilà, sous son aile des joueurs. C'est le cas de Robinho Vaz, il donne les bons conseils. Je pense que la relation peut être aussi bonne malgré la concurrence avec Amine Gouiri. Donc il cochait vraiment toutes les cases. Et voilà, le fait que les dirigeants et Roberto De Zerbi en plus le suivaient, ça a facilité les choses. Et dès que l'occasion s'est présentée, Marseille a sauté dessus. Et actuellement, c'est le meilleur buteur de l'OM. Bon, enfin, on en est qu'au début. On rappelle qu'il y a eu 7 journées de Ligue 1 et 2 matchs de Ligue des Champions. Number one, Flo. Ce n'est pas Georges Weah, mais c'est le fiston Weah. Mais c'est vrai qu'à Marseille, il y a quand même une histoire, parce que moi, quand tu me parles de père en fils, je pense forcément à Abedi Pelé avec André et Jordan. Les deux ont porté les couleurs de l'Olympique de Marseille, et même le fils Jordan, lui, a été champion de France comme papa précédemment. Et puis, il y a Bruno Germain et Valère Germain, donc son fils, qui a également porté les couleurs de l'OM. Il y a Georges Weah, mais Georges Weah qui est venu à Marseille. C'est pas les plus belles années de l'OM. Et puis c'était quand même, on va dire en fin de carrière, on peut dire ça comme ça. Hein. Voilà. Oui, non, mais c'est le cas. Et donc toi, tu es emballé par le fiston Weah, qui finalement a quand même beaucoup bougé ces dernières saisons. Il s'est pas vraiment installé dans un club. Et là, pour toi, c'est ton numéro 1. Voilà, parce que je disais que dans tout ce recrutement, on aurait pu mettre plein de joueurs en fait sur le podium, et peut-être même en numéro 1. Et Rémi reconnaissait que mettre Emerson dans son top 3, c'était peut-être lié aussi au fait que au départ, il en attendait peut-être pas autant, et qu'il est agréablement surpris, voire séduit. Moi, c'est mon cas pour Timothy Weah, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur et mon numéro 1. C'est que, comme va le dire Roberto De Zerbi, parce qu'on va l'entendre, c'est pour lui un couteau suisse extraordinaire, dans le sens où il peut l'utiliser à différents postes. Et puis, au-delà de ça, il dégage, je trouve, une puissance, un enthousiasme, peut-être une maturité qu'on ne lui a pas forcément vue dans d'autres clubs. Enfin, en tout cas, de son passage à Lille, on avait quand même le sentiment, évidemment, qu'il était capable de très bonnes choses. Mais là, dans la pression qui est celle de l'Olympique de Marseille, je pense que son passage à la Juve a peut-être fait qu'il est devenu aussi un autre joueur. En tout cas, Timothy Weah, moi, il m'a bluffé. Je pense qu'il a eu son déclic évidemment à Madrid avec son but et sa très très grosse performance. Ce qui me fait dire, parce qu'on l'a vu latéral droit, on l'a vu piston droit, on l'a vu milieu gauche. Honnêtement, s'il y avait des soucis en pointe, tu peux le mettre attaquant de pointe. C'est-à-dire que par sa vitesse et une certaine adresse devant le but, il est aussi capable de dépanner s'il faut en neuf. Je le dis sérieusement, même s'il y a du monde devant. Donc Timothy Weah, c'est vraiment un joueur très précieux par sa polyvalence, mais tout simplement aussi par sa qualité. Donc je pense vraiment que c'est la définition parfaite de la très bonne pioche de l'été. Et si moi, je sais pas, j'étais sceptique, c'est juste que je demandais à voir tout simplement, et pour le moment j'ai vu et je suis séduit, et je suis persuadé que c'est le cas de beaucoup d'observateurs et de supporters de l'OM qui étaient contents de son arrivée, le voyaient comme un joueur de complément, et maintenant beaucoup, je pense, en font un titulaire en puissance. Il avait donc joué notamment à Lille de 2019 à 2023, et c'est vrai que Flo l'a rappelé, il n'avait pas cassé la baraque à Lille. Ça n'avait pas été exceptionnel. Là, il y avait de l'attente. En plus, on rappelle qu'il est arrivé avec son papa, donc forcément, ça avait une saveur particulière. Et puis voilà, oui, Timothy Weah, tu le regardes pas comme n'importe quel joueur, parce que forcément, il a un nom exceptionnel dans le dos. Toi, t'en penses quoi de cette arrivée qui, effectivement, lorsqu'il arrive, je veux dire, il n'y a pas un
raz-de-marée, ce qui est normal. Je veux dire, c'est pas comme lorsque Alexis Sanchez est arrivé ou comme Aubameyang est arrivé, etc. Il n'y avait pas une attente de dingue. Non, et puis encore une fois, le contexte, c'est un joueur qui est passé par le PSG. Les négociations avec la Juventus, le club auquel il appartient, ont traîné parce que voilà, il y a eu une déclaration publique d'ailleurs à retrouver sur le site de rmcsport.fr de son agent, Badou Sombagué, son représentant, qui expliquait que voilà, la Juve c'était compliqué pour entre guillemets le faire sortir, ne serait-ce qu'en prêt à Marseille. Il est là. Après voilà, ces longues négociations, il peut jouer à plusieurs postes et puis surtout il est encore jeune et puis voilà, il est américain, donc pareil, il sait parler anglais, donc pour se fondre dans un vestiaire avec plusieurs langues, c'est aussi très important. Et je trouve que la personne qui en a le mieux parlé, c'est Roberto De Zerbi. C'était en conférence de presse, c'était le 25 septembre dernier, c'était avant le match contre Strasbourg, et voici ce qu'il disait sur Timothy Weah. C'est l'un des meilleurs transferts que nous ayons réalisés. Il peut jouer partout, plus haut, plus bas. Il est incroyable. Je suis très heureux qu'il soit avec nous. Un joueur comme Weah équivaut à 2 ou 3 joueurs grâce à sa condition physique, son intelligence footballistique, sa polyvalence et sa motivation. Il se donne toujours à fond à l'entraînement comme en match. C'est un transfert sous-estimé, un joueur sous-estimé, car en réalité sa valeur est bien plus élevée qu'il n'y paraît. C'est un footballeur très puissant. Et juste pour terminer sur les propos de Roberto De Zerbi, avec 579 minutes de jeu, c'est la recrue cet été qui joue le plus parmi les arrivées à Marseille depuis cet été. Et il restera dans tous les cas le premier joueur à avoir marqué sur la saison européenne 2025-2026, parce que tu l'as rappelé Flo, c'est lui effectivement qui a marqué ce but à Bernabéu. Juste un petit truc, Karine, par rapport à ce que disait Rémi et l'importance aussi d'un joueur qui parle anglais dans le vestiaire. Je regarde souvent les attitudes, les petits footings, que ce soit en amateur, en pro ou où vous voulez. En général, tu fais ton footing. Alors, même si tu es en bloc de 20-25 joueurs, il y a les affinités qui se voient souvent sur des footiniers. Et moi, j'aime bien le début d'entraînement où je vois Greenwood, Angel Gomez, Egan Riley et donc maintenant Timothy Weah souvent arrivés ensemble. Et je pense, j'en ai pas trop parlé avec les dirigeants, mais ce serait une bonne question à leur poser. Je le ferai très prochainement et je vous livrerai la réponse dans un podcast. Je pense qu'honnêtement, ça a été un peu calculé aussi par les dirigeants, ce qui paraît très logique, que certains joueurs soient entourés de collègues avec lesquels va se créer une affinité aussi liée à la langue. Donc un O'Reilly et un Højbjerg qui se connaissent de la sélection danoise, ça peut aussi faire du bien parfois quand tu as un appui. Parler anglais dans le vestiaire pour un Greenwood, te sentir un petit peu moins isolé. Alors il avait Jonathan Rowe la saison passée, mais malgré tout là je sens qu'on a un Greenwood épanoui, qui a du monde autour de lui et ça lui fait du bien. Et je pense que ça a été tout ça réfléchi. Et donc un Timothy Weah qui en plus parle évidemment plutôt bien le français également, enfin parle bien le français, il a cette facette qui est voilà, il est aussi polyvalent dans sa capacité à aller de groupe en groupe dans le vestiaire, et je pense que ça c'est très très précieux. Et pour compléter ce que dit Flo, on vous a fait la petite compo, comme on appelle ici la compo à la Dortmund, pour vous montrer l'effectif en fait complet de l'OM par poste, et on voit que tous les postes sont doublés, voire même triplés, et que bah voilà, parmi, alors on vous a mis avec une petite étoile les joueurs qui sont arrivés cet été. Les joueurs entre parenthèses, c'est ceux qui sont pas forcément titulaires, voire même dans le groupe, voire même absents de la liste en Ligue des Champions. Mais voilà, on voit que toutes ces recrues forment un effectif franchement très complet et très compétitif pour jouer sur plusieurs tableaux cette saison. Oui, De Zerbi a du choix. Et pour compléter effectivement ce que tu disais, on a pris 2 matchs, on va dire 2 matchs phares de ce début de saison. Il y a évidemment la victoire lors du choc face au PSG 1-0. Il y avait 6 recrues au coup d'envoi par rapport à la saison dernière, et OM Ajax qui est la large victoire que l'OM attendait depuis si longtemps en Ligue des Champions. Et puis c'était un retour de cette compétition au Vélodrome avec ce score de 4-0. Il y avait 7 recrues au coup d'envoi et 3 sont entrés. Donc c'est dire si aussi le visage de Marseille a complètement changé lors de cette saison 2025-2026. Merci beaucoup Flo d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt, ciao ciao. À bientôt, merci beaucoup Rémi, merci, évidemment, merci, comme Flo. Chaque semaine. Merci pour toutes tes idées de podcast. Et vous le savez, si vous aimez nos podcasts, abonnez-vous sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. N'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. Et puis Marseille reprendra sa marche en avant, ça sera face au Havre lors de la 8e journée de Ligue 1. Bye bye.
RMC After Marseille.